Bonjour à tous. Bonjour. 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 On fait peut-être d'abord un petit tour de table pour se présenter rapidement. Allez. Alors d'abord, je voulais remercier, on voulait tous remercier Paul Gara qui remplace Moussino, qui, au pied levé, qui remplace au pied levé. Elle sait depuis 1 heure qu'elle va faire la conférence avec nous parce que Moussino a eu un petit problème, il pouvait pas être là parmi nous. Donc, je te laisse te présenter. Ouais, donc je suis Paul Gara, j'ai fait 6 ans parmi le podcast Proxy Jeux. Et désormais, depuis le mois de juillet, j'ai mon propre blog et mon propre podcast. Le point de Paul Gara. Le point de Paul Gara. Merci. Alors moi, c'est Pénélope, de la chaîne Pénélope Gaming. J'ai une chaîne Twitch, une chaîne YouTube et tout ce qui va avec. J'ai fait partie du Trick Track Show, maintenant d'un monde de jeu, et je suis jury de l'As d'Or. Enfin, un des jurys, je suis pas toute seule. C'est à toi, Pierre-Louis, tu passes après Pénélope, du coup. Voilà. Alors, on n'est pas jury là-dedans. Mais on a la chaîne YouTube Game Trotter, on fait des vidéos sur YouTube du coup depuis 2019. Et dans un beau studio. Dans un beau studio, on essaye d'avoir un beau studio. Hashtag jalousie pour moi. Et on a aussi du coup un compte Instagram et tout ce qui s'ensuit que du coup j'anime avec Julien qui va se présenter. De mon côté, j'ai travaillé 4 ans à la boutique Labyrinthe à Clermont-Ferrand, en tant que ludicaire. Et depuis très peu de temps, depuis un peu plus d'1 mois, je travaille en localisation chez BlackRock Games. Ah. Alors, Paul Garas propose d'introduire, je vais la laisser faire, en tout bien, tout honneur. Oui, donc en fait, je sais effectivement depuis 1 heure qu'on m'a demandé de venir pour parler de critique ludique avec Game Trotter et Pénélope. Je pense que ce qu'on peut dire en préambule, c'est que la particularité du secteur ludique, c'est qu'il y a très peu de presse et critiques professionnelles. Oui. C'est un secteur dans lequel on est beaucoup en amateur ou amatrice. C'est-à-dire qu'on a soit des autres activités professionnelles, soit qu'on ne peut pas vraiment vivre de cette activité. Ce qui montre que le secteur est quand même pas encore suffisamment mûr par rapport à d'autres secteurs culturels comme le cinéma, la musique, le jeu vidéo. Ça donne beaucoup de problématiques parce que souvent on n'est pas forcément formé en tant qu'amateur à la critique. C'est donc quelque chose qu'on découvre de façon souvent très empirique, ce qui permet aussi d'avoir une grande richesse des pratiques. Et je pense que le préambule, c'est aussi de dire que chaque personne va pouvoir faire de la critique comme il en a envie, et ça c'est très important puisque nous sommes amateurs et amatrices et on doit faire avant tout ce qui nous plaît. Si ça rencontre les attentes des joueurs et joueuses, c'est génial, mais c'est quelque chose qu'on doit garder, et donc il n'y a pas de hiérarchie à faire entre bonne ou mauvaise critique, bon ou mauvais site, bonne ou mauvaise chaîne YouTube. Faut se dire, faut avoir en tête que voilà, on fait d'abord ce qui nous plaît, et ça c'est super important. Il y a une complémentarité en fait. Voilà, et qu'il y a beaucoup de complémentarité parce qu'il y a plein de profils de joueurs et joueuses différents et différentes. C'est bien que tu sois venu. Ouais, la phrase incroyable. Tu vois, on aurait cru qu'elle l'avait écrit à l'avance et préparé. J'ai été inspirée. Non, c'est vrai qu'on est encore dans un milieu qui parle que aux passionnés et fait par des passionnés. Donc c'est vrai qu'on a une multitude de joueurs différents avec plein de contenus qui sont créés différemment. Chacun fait comme il le sent, qui parle de sa passion comme il l'entend. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses qui se font et beaucoup de manières de critiquer un jeu finalement. En fait, ce qui est vrai et que ce sur quoi je veux rebondir, c'est que même, alors, dans les autres milieux type le cinéma, etc., il y a une vraie presse professionnelle qui rémunère ces critiques et qui rémunère des gens pour faire des critiques et qui ne sont pas du coup dépendants des boîtes de production de cinéma. Dans le monde ludique, il y a quelque chose qui est plus accepté, que beaucoup de vidéos ou de contenus vont être rémunérés par les éditeurs eux-mêmes, ce qui va créer bien sûr une relation plus gênante pour pouvoir avoir la parole libérée, mais c'est quasiment, pour l'instant, c'est encore quasiment, il y a personne qui a trouvé une solution pour être rémunéré autrement que comme ça, vraiment. Alors bien sûr, il y a Twitch avec moi c'est ma solution à moi, c'est les Twitch avec les viewers qui rémunèrent eux-mêmes, ou les dons via Tipeee, mais même des chaînes comme Un Monde de Jeux ou Trick Track ont commencé complètement amateurs, on commence dans son coin, puis ça grossit, et c'est des partenariats avec les éditeurs. Oui, c'est le sujet de la dépendance financière en fait est assez important parce que c'est ce qui peut être reproché
Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution. Je pense que chacun fait comme il peut et comme il le souhaite aussi. Après, il faut aussi voir qu'il y a beaucoup de sorties. Énormément. Donc en fait, dans la critique, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il y a deux aspects. Il y a la review, c'est-à-dire le suivi de l'actualité. Et aujourd'hui, avec le nombre de sorties, c'est très compliqué pour les gens qui sont vraiment spécialisés en review de tout suivre. Parce que comme pour les joueurs et joueuses ou les boutiques, on n'arrive pas à jouer à tout, surtout si on a une autre activité à côté, plus toutes les contraintes de la vie. Et ensuite, il y a là aussi la possibilité de ne pas faire de review, de faire ce choix de ne pas faire de review, d'essayer de faire autre chose, d'autres contenus. On en voit, ceux qui font du cosplay sur le jeu, c'est aussi une autre façon de communiquer. On voit également ceux qui font plutôt purement de l'Instagram, donc de la photo, qui est aussi une manière de mettre en lumière le jeu comme une œuvre d'art. Donc il y a beaucoup de contenus différents qui vont être liés aussi aux axes. Après, on peut aussi se poser la question de savoir si expliquer les règles, les vidéos d'explication de règles sont de la critique ou non. À titre personnel, je vais être un peu dur, mais je pense que non. D'expliquer des règles? Oui, les explications de règles, malheureusement, c'est... moi, à titre personnel, je déplore un peu, c'est que... Et je le comprends pourquoi, c'est une solution de facilité, parce que les règles, c'est quelque chose de matériel. On peut s'y raccrocher. Expliquer de la règle, c'est, entre guillemets, facile. Bon, il faut avoir des qualités de synthèse, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est assez... c'est tangible, on peut s'y raccrocher. C'est souvent une première étape. Malheureusement, je ne sais pas vous, moi, les explications de règles, en fait... à part très détaillé sur des gros jeux, je ne trouve pas ça forcément très palpitant. En bout de 5 minutes, je décroche. Alors moi, c'est utile de temps en temps, mais... voilà. Mais, je les mets en x2. Oui, voilà. Je pense que nous, on peut complètement répondre à ça parce que c'est typiquement notre créneau. Ouais. On est sur de l'explication de règles. L'objectif, justement, de la chaîne, c'est de les rendre fun. C'est de se retrouver dans une explication de règles qui n'est pas celle d'une explication typique qu'on pourrait faire à une table de jeu de écoutez-moi, j'ai la sainte parole et je vais essayer de vous faire comprendre les mécaniques en très peu de temps, mais surtout ne parlez pas. Là, notre objectif, c'est de le rendre dynamique, d'arriver à introduire des blagues qui ne sont pas directement en relation avec le jeu, ce qui nous permettrait aussi quand même de garder une explication saine. Alors, typiquement, non, mais c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que ce qui est intéressant sur les contenus sur YouTube, sur tous les contenus, c'est la complémentarité de ces contenus. C'est-à-dire qu'il faut des vidéos d'explication de règles, il faut des vidéos de présentation, il faut des vidéos avec des personnes du monde ludique aussi, c'est ce que fait pas mal un monde de jeu, qui invite pour donner la parole aux acteurs du monde ludique. Et puis, il faut aussi du contenu critique, parce que c'est important aussi pour crédibiliser le propos. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on n'a que du contenu qui fait de la présentation, il y a un moment où on aurait l'impression que tout est égal, que tout est parfait. Mais ça permet pas de construire. Il faut même pas le compter. Une explication de jeu, pour moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut même pas le compter comme étant une critique, parce on que est d'accord. Il n'y a pas de prise de risque sur la vidéo en elle-même. C'est simplement arriver à avoir une petite vidéo qui fait plaisir au moment où tu la regardes. Tout à fait. Mais voilà, moi, c'est vrai que je le classerais pas dans si on veut restreindre vraiment au débat qui est la critique, moi, je ne le restreindrais pas, je ne l'inclurais pas dans la critique à proprement parler. Entièrement d'accord. Ensuite, sur la review, se pose la question aussi, bien sûr, de l'avis. Comment on donne son avis ou pas. Ça, c'est une remarque très personnelle, mais je pense que le langage marketing des éditeurs est tellement passé dans les mœurs qu'on se prend à dire comme argument pour donner son avis sur un jeu. Très d'accord. C'est facile à expliquer, c'est rapide, c'est rejouable. Ce ne sont pas des arguments critiques, ce sont des arguments marketing pour vous faire acheter des jeux. Et ce sont des arguments qui s'entendent si on les prend comme des arguments marketing. Un mauvais jeu de 10 minutes, je préfère jouer à un bon jeu d'1 heure. Voilà. Je préfère jouer à un bon jeu compliqué à expliquer qu'à un jeu mauvais qui est facile à expliquer. Et la rejouabilité, je pense qu'il faut arrêter de se monter le bourrichon sur ce sujet. La rejouabilité, combien de jeux vous rejouez vraiment? À combien de jeux vous avez fait plus de 10 parties? Très peu. Et en plus, il y a une rejouabilité qui est complètement artificielle dans beaucoup de jeux, c'est-à-dire de faire, par exemple, 15 cartes contrat et vous n'en sortez que 3 à chaque partie. Ce n'est pas du tout de la rejouabilité. Oui. C'est une illusion de rejouabilité. La rejouabilité, c'est vous donner des sensations différentes en fonction du gameplay. C'est dans le gameplay que vous allez trouver la rejouabilité, pas dans des cartes contrat ou des choses comme ça. Dans le même sujet, il y a l'interaction. Oui. J'entends souvent sur ma chaîne, ah oui, mais ça c'est pas bien parce qu'il n'y a pas d'interaction. Mais on s'en fout, c'est pas un critère. Il y a des, voilà, c'est en fait
quand on fait, moi, il y a des critères qui effectivement ne sont pas. Moi, je vais dire que je vais faire une critique en disant plutôt sur des aspects d'ergonomie. Est-ce que c'est lisible? Est-ce que ça l'est pas? De fluidité de jeu? Est-ce que on intègre bien toutes les règles? Est-ce qu'elles font sens? Ça va être des vraies critiques. Mais dire qu'il y a de l'interaction ou pas, c'est un aspect du jeu. C'est comme la couleur de cheveux d'une personne. C'est pas. Oui. Il y a des jeux qui ne se prêtent pas à l'interaction, comme il y a des jeux qui ne fonctionnent pas sans interaction. En fait, ça dépend vraiment du type de jeu. Oui. Et même pas et je suis pas d'accord, ça ne dépend pas du type de joueur, ça dépend vraiment du type de jeu. Il y a des jeux qui ne se prêtent pas à l'interaction. Et les roll and write, par exemple. Les roll and write, beaucoup. Certains jeux de gestion n'ont pas besoin d'interaction pour être bons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu risqué peut-être, mais est-ce que on pourrait justement réussir à définir quel axe on pourrait critiquer dans cette idée-là? Est-ce que en table ronde, même en profitant de notre public? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement on n'a pas d'axe généralisé. Et moi, c'est vrai que sur ma chaîne, je vais avoir pris des critères. Je vais m'être dit, tiens, je vais regarder plutôt ça. Je vais regarder plutôt tel aspect, en essayant toujours d'argumenter. Ça, c'est quand même le truc qui est super important. Les gens sont attachés aussi beaucoup au langage. Moi, je suis pas tellement attachée au langage. C'est pas très grave pour moi si on utilise des mots un peu forts, parce que faut pas prendre non plus la chose trop au sérieux. Il y a une partie aussi spectacle quand on fait de la critique visuelle, vidéo, et ça fait partie de la spontanéité du langage, de dire ça c'est pas terrible quand même. Enfin, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que derrière ça soit argumenté. Tout à fait. Et construit. Mais de la même manière que quand on dit c'est génial, là jamais personne vous demande de justifier votre c'est Exactement. génial. Alors qu'en vrai, le c'est génial, il devrait être plus à justifier que le c'est de la merde. Enfin, voilà. Si J'osais pas le dire, le c'est de la merde. Il faut le dire. Mais c'est vrai que les gens disent ça se dit pas, c'est de la merde. Mais on a une espèce de truc, c'est très européen. Aux États-Unis, enfin outre-Atlantique, ils sont beaucoup plus. Tom Vassell, il jette quand même des boîtes à la poubelle, c'est ultra violent. It's garbage. Voilà. Mais ici, on est beaucoup plus attaché à faut froisser personne, faut respecter. Moi, je connais plein d'auteurs qui me disent on adore comment tu parles des jeux, c'est plus marrant, etc. Ça fait partie aussi de la couleur du langage. Par contre, moi, je trouve que c'est hyper important et je pense que vous êtes d'accord. Il faut toujours argumenter le propos. Et l'argumentation, c'est le plus difficile en réalité. Hein. Ouais. Justifier de dire si un jeu est bon ou mauvais, il faut quand même savoir le faire, avoir des bases, savoir avoir des effets de comparaison potentiellement avec d'autres jeux, savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas. C'est un exercice assez compliqué, mais qui est nécessaire pour critiquer un jeu. Je te rejoins complètement, Paul Gara, pour ton préambule. Le fait aussi que le milieu du jeu de société manque de maturité. On a aussi très peu de théories sur le jeu de société et on est obligé d'aller les chercher. Il y en a dans le plus jeu qu'on ne vidéo. pense, mais il faut aller les trouver. Faut aller les chercher. Malgré tout, on va très vite vers le jeu vidéo si on veut avoir ne serait-ce que le tétrade de Shell par exemple, qui nous parlera d'aspects mécaniques, d'aspects esthétiques, un travail sur l'histoire et un travail sur la technologie, mais qu'on pourrait comparer au matériel. Moi, je trouve que ces 4 axes, par exemple pour le tétrade de Shell, pourraient nous permettre de faire une critique vachement étayée, avec des points sur lesquels on pourrait complètement être d'accord et presque définir un axe. Alors ça correspond pas à ce que tu disais au départ, c'est-à-dire qu'on profite aussi de l'hétérogénéité des avis et des manières de faire. Mais j'avais la sensation que on était capable d'écarter des choses comme étant des critiques en disant le fait de parler de la rejouabilité ou du renouvellement, c'est pas une critique, mais qu'est-ce qui en est en fait? Plutôt définir ces points-là. Oui. Pour ce qui est la critique, à mon sens, il y a deux choses qui peuvent entrer en ligne de compte et qui sont complémentaires. Les deux questions qu'on doit se poser, mais d'ailleurs un peu comme dans la critique de toute œuvre d'art, c'est quelles sont les sensations que me procure ce jeu, donc c'est vraiment les sensations. Et là, on va forcément être dans du subjectif. Mais le subjectif, la critique, elle est forcément subjective. Tout à fait. Il faut arrêter de parler de critique objective, ce n'est pas possible. La critique, elle est forcément subjective, elle est en fonction de la personne qui reçoit à un moment une œuvre et qui la ressent avec son bagage culturel, son bagage de joueur ou joueuse, et tout son bagage, même culturel au sens vraiment large. Et la deuxième chose qu'on peut toujours se demander, c'est en quoi cette œuvre est-elle innovante, c'est la question qu'on se pose en art, c'est est-ce qu'une œuvre est innovante? Il y a des jeux qui peuvent être procurés de bonnes sensations, mais quand on cherche, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas forcément innovantes. Ça ne veut pas dire que votre sensation est mauvaise, votre sensation doit être dépréciée, pas du tout. Ça veut dire que ça va vous permettre par contre de remettre l'œuvre en perspective.
dans une évolution du secteur ludique. On peut prendre des exemples. Il y a des jeux, beaucoup de jeux, un jeu comme Acropolis, moi que j'apprécie beaucoup, qui est très épuré. Je pense que c'est bien de le voir en ayant en tête des jeux comme Talouva, qui est un jeu de 2006. Et c'est bien de voir l'évolution de ces jeux, et ça permet de mieux comprendre aussi l'œuvre. C'est un exemple. Ça évite de lire parfois sur les réseaux, super innovant ce jeu. On se dit la personne s'est pas beaucoup renseignée avant de faire sa critique entre guillemets. Il y a aussi une notion qui est dans la critique dans le milieu ludique actuel. On n'arrive pas à dire, quand on dit un jeu est bon ou il est mauvais, les gens disent non, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Il y a une espèce de police t'as pas le droit de dire qu'un jeu il est bon ou il est mauvais. Alors il y a des mauvais jeux, hein, moi j'ai une théorie là-dessus. Pour moi, il y a des bons et des mauvais jeux, mais on a le droit d'aimer les bons ou les mauvais jeux. Tout à fait. Les gens ont l'impression que quand on dit qu'un jeu est mauvais, on les attaque dans leur goût et ils se mettent en défense. Mais moi, il y a des musiques absolument pourries que j'écoute 50 fois par jour. Et c'est mon plaisir coupable. Et j'ai la même chose dans les jeux. Il y a des jeux, je les garde parce qu'ils sont beaux, parce que le matériel est super, parce que voilà. Dans le cinéma, ils ont pas du tout ce problème avec des nanars. Exactement. On est presque d'accord d'aimer un nanar et de dire que c'est un mauvais film par accord. On a l'impression que dans le jeu, ça s'accepte pas. On a envie que ça soit vraiment tout bon et on aime ou on n'aime pas. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le goût, parce que je vais faire un peu la mythe, mais Pierre Bourdieu disait que c'était justement là-dessus, sur les goûts, qu'on fait la distinction et la plus forte. C'est-à-dire que surtout, on ne veut pas avoir le même goût que les autres, et surtout, on ne veut pas aimer des choses de gens que l'on estime, entre guillemets, comme dégoûtants au sens propre, dont les goûts nous dégoûtent. Et donc, il y a vraiment cette espèce de j'aime cette personne, je veux avoir le même goût qu'elle. Au contraire, je n'aime pas cette personne, je n'ai pas envie d'avoir ses goûts, et je veux me distinguer par mes goûts. Donc, quand on attaque les gens sur leurs goûts, c'est plus fort que si on les attaque sur leurs opinions en général, parce que c'est vraiment une remise en question de leur propre identité. Tout à fait. C'est intéressant aussi parce que c'est ce qui permettra à une audience de savoir si le contenu correspond. Au moment où tu me dis ce jeu est nul, si je l'ai apprécié, peut-être que je vais me retrouver différemment dans ta critique. Alors que si justement j'ai la même idée, ça rapprochera et ça nous rapprochera en termes d'audience. Donc j'aurais tendance à te suivre en disant j'ai les mêmes goûts. Mon objectif, moi, en visionnage de vidéos YouTube, c'est justement de trouver quelqu'un qui se rapproche de mes goûts, pour qu'il puisse me conseiller, bien sûr, et qui soit avec toute une honnêteté. Pour être guidé. Exactement. Et pour pas tout acheter face aux nombreuses sorties dont tu parlais précédemment. Et à contrario, tu vas regarder des chaînes YouTube avec des présentateurs dont t'as pas les mêmes goûts. Tu vas te dire, si lui il a pas aimé, peut-être qu'au contraire, moi je vais aimer. Et donc à ce moment-là, tu vas pouvoir t'orienter. Mais c'est pour ça que, en fait, il faut comprendre que quand on dit c'est bon, c'est pas bon, quand on dit moi, quand je vais dire un jeu il est mauvais, c'est par rapport aux notions que t'as dit. Les sensations sont pas bonnes, l'innovation éventuellement elle est ras des pâquerettes et on se dit là t'as vraiment fait le même jeu. Mais moi j'y rajoute aussi par rapport quand je disais l'ergonomie, c'est-à-dire purement l'ergonomie d'un jeu. Un jeu c'est pas seulement un auteur, c'est aussi une édition, c'est aussi un travail qui a été fait dessus et on juge aussi ça. Est-ce que, comme dans un jeu vidéo, quand on regarde s'il n'y a pas trop de bugs, il y a des bugs dans des jeux de société, il y a des codes couleurs qui sont pas bien pensés, il y a des aides de jeu qui sont foireuses. Et en fait, là, c'est de la critique qui est vraiment, pour le coup, assez objective. C'est-à-dire que c'est pas grave d'aimer un jeu qui a une aide de jeu foireuse, mais il faut le reconnaître, J'aime ce jeu, mais l'aide de jeu, elle est pourrie. Et ça, il faut savoir le dire comme ça, sans se sentir blessé. Mon jeu n'est pas parfait. Attention. Ouais. Je suis d'accord avec toi que l'ergonomie et le visuel sont des éléments qui sont souvent mis en avant comme des qualités du jeu. Alors, moi, je distinguerais effectivement le jeu en termes de gameplay, de mécanique, donc vraiment l'idée abstraite qu'est le jeu, et ensuite le jeu en tant qu'objet. Et à mon sens, tout ce qui est le visuel, l'ergonomie sont des critères très importants pour donner une vision complète de ce qu'est le jeu, pris en tant qu'une réunion d'un objet et d'une idée, mais qui vont ne pas forcément, comme tu le dis, affecter la sensation de jeu, mais qui, quand ils sont réussis, sont un vrai plus, en fait. Et c'est presque quand tout va bien que ces éléments-là, ils doivent être mis en lumière. Après, ça m'est déjà arrivé, la première, de dire ce jeu est vraiment très laid, je trouve ça affreux. Bon, alors là, on peut encore dire que c'est encore plus subjectif. On a des noms en tête. Ça peut arriver et ça peut même être rebutant. Mais même sur une lecture de règles, je prends l'exemple de Brass.
où les règles, c'était infâme. À la fin du livret de règles, on n'avait pas envie de jouer pratiquement. Alors que le jeu est génial. Ouais, en fait. un bon livret de règles, ça peut t'aider carrément. carrément à rentrer dans un jeu. Un mauvais livret de règles, parfois tu vas même pas jusqu'au jeu. Non, Hein. t'en Moi, as déjà marre. j'en ai eu un ou deux où je m'arrête. Et ça fait partie de ce que nous, en tant que chaîne, on doit signaler aux personnes pour qu'ils soient un peu prévenus. Si vous aimez pas ça, faut le savoir. Je pense aussi au truc, tu vois. L'exemple concret, c'est un jeu sur Board Game Arena qui tourne super bien. Oui. Puis après, tu l'achètes en réel et tu te rends compte que Ça marche pas du c'était tout. bien pratique quand Board Game Arena calculait tous mes Ça faisait trucs et tout qu'il seul. faisait tout automatiquement. Mais il y a des jeux qui marchent beaucoup moins bien en vrai. Et ça, c'est pareil. Pour moi, c'est ça que j'appelle l'ergonomie. C'est ce côté. Tout à fait. Est-ce qu'on a vraiment bien pensé? Est-ce qu'il n'y a pas trop de manip? Est-ce que je vais pas sans arrêt être en train de... Ou quand l'ergonomie te D'aller- conduit à planter le jeu parce qu'il y a trop de manipulation, par exemple, et que tu vas finir par en faire des erreurs et que de toute façon, ça Ouais. va perturber la sensation de jeu en réalité. Mm. Ça, c'est Ou la aussi un cas fréquent. lisibilité, tout Mm. simplement la lisibilité. Je suis de l'autre côté de la table, à l'envers du plateau. Il y a des écritures en police 2 là-bas. Je peux pas les lire. Et ça, c'est particulièrement objectif. Donc, je trouve que, par exemple, ça devrait presque être tout le monde qui pourrait parler de ça sans se sentir en train d'être méchant envers le jeu. Et on sent qu'il y a encore une barrière. Il faut cette complémentarité du côté objectif du jeu en lui-même et du côté subjectif avec ce qu'on en a pensé, les sensations que ça a apporté. On peut très bien jumeler les deux en une seule et même critique au final. Et encore une fois, je le dis, et l'affection qu'on a pour le jeu Ouais, c'est ça. qui dépasse tout le reste. C'est-à-dire que moi, il y a des jeux que je trouve tout nuls, mais juste parce que je les ai achetés dans tel festival, tel jour, Tu as joué avec je telle les garde personne. avec Il y a amour sur une l'affect, étagère. L'affect, l'émotion, les souvenirs que ça ramène, ça, des fois, ça n'a pas de prix, même si le jeu est pas forcément très bon. Et il y a un aspect que tu pointais, Pénélope, qui est très intéressant, c'est le retour. Le fait que les retours négatifs soient mal pris. C'est une question, en fait, on est tous des gens plus ou moins bien élevés, polissés et courtois. Et c'est vrai que notamment au festival, quand on nous demande est-ce que vous avez aimé ce jeu, un peu comme quand vous allez au spectacle de danse de votre fille et que, bien sûr, ce n'est pas l'Opéra de Paris et que personne ne dansait synchronisé, vous lui dites quand même que c'est très bien parce qu'il n'y a aucun enjeu. Quand on est en festival ou quand on est face à des gens qui sont professionnels et qui vont en vivre, en réalité, eux, ils ont besoin d'avoir un retour sincère parce que les retours sincères, en fait, sont rares. Parce que voilà, tous par courtoisie, on dit c'est très bien. C'est ce qui Et- fait avancer le jeu. Et en fait, c'est ce qui va faire avancer, c'est ce qui va permettre aussi de corriger des défauts. En fait, si personne ne remonte jamais les points négatifs, le jeu, il va sortir comme ça, ce sera peut-être un four, et la personne, elle va vraiment avoir des conséquences irrémédiables. Moi, avant, j'étais très plutôt gentil, poli, voilà, parce que comme tout le monde, on a été élevé comme ça, plus ou moins, enfin, en principe. Tu l'es toujours. Maintenant, plus du tout. Je suis très très dure. Je le reconnais. Parfois, j'ai des gens qui jouent avec moi qui s'en vont quand je fais bon retour, surtout si c'est négatif. Parce que c'est gênant, ça m'est déjà arrivé de dire aux gens, non, c'est vraiment, hier on a eu le cas, j'ai dit non, c'est vraiment pas bien. Ce n'est pas possible, ça fonctionne pas du tout. Oui. Moi, Bon, ça- et la personne m'a dit, au final, elle était juste animatrice, elle m'a dit, en fait, moi non plus, je déteste ce jeu et je vais devoir l'expliquer tout le week-end. Donc, vous voyez, en fait, c'est un jeu de dupe aussi. En fait, il faut pas hésiter, à dire ce que vous pensez et à Vous avez le droit de le penser, en fait. être assertif, c'est important. Ça veut pas dire être agressif ou violent, mais il faut être assertif dans tous les domaines de la vie et y compris dans vos opinions parce que même si vous avez une expérience ludique peut-être moindre que d'autres personnes, votre sensation de jeu, elle existe à part entière. Donc vous avez le droit de l'exprimer. Tant Bah que oui. on reste dans les limites de la C'est- courtoisie, qu'on n'est pas agressif. Je vais pas. Oui, vas-y. Pardon, excuse-moi. Allez-y parce qu'on Est-ce vous que prend le- grave la parole. Je t'en prie. J'en ai bien Pardon. conscience. Est-ce que la taille du milieu nous contraint à réfléchir comme ça? Est-ce que Oui, le milieu ça, est trop c'est sûr. petit? Est-ce qu'il demande justement à exploser comme pourrait le faire Non, mais le ça, jeu c'est- vidéo ça, et qu'en fait il y a une connaissance, il y a des accointances. Non, mais ça, c'est sûr. Alors, des accointances, j'aime pas ce mot parce que, en C'est fait, exprès c'est que un. je le dis. Non, mais parce que c'est un milieu qui est finalement assez, surtout, malheureusement, qui est assez familial, plus qu'accointance, et donc les gens s'aiment bien, tout simplement. Et je me suis déjà rendu compte que j'ai jamais subi de pression d'éditeurs qui me font, alors, une fois ou deux, mais pas finalement ceux que vous pourriez croire, enfin voilà. Mais une fois ou deux, j'ai eu des réflexions un peu désagréables. Mais la plupart du temps, ça se passe plutôt bien sur le plan professionnel. Ils acceptent, ils jouent le jeu de la critique. Là où c'est dur, c'est à titre personnel. Moi, il y a eu une semaine, j'ai dû faire une émission où j'ai critiqué 2 jeux de copains qui sont auteurs. J'ai dit que j'aimais pas leur jeu. C'est ce moment-là qui est difficile parce qu'on connaît les auteurs, on les rencontre. Voilà, il y en a qui me regardent dans la salle. Et ça nous amuse pas du tout.
C'est des moments où c'est même pour moi une question d'intégrité, mais où moi je me fais mal. Le moment où je commence à prendre le micro pour dire ce jeu-là, je pense que ça va pas. Je voudrais tellement pouvoir dire que c'est bien. Il y a un peu ce silence qui se fait. Par exemple, tu parles avec quelqu'un, puis il te demande si tu as aimé le jeu, et il attend d'avoir ta réponse pour ensuite te dire. Tu lui dis bah non, si j'ai pas trop aimé. Ah ben chouette, toi aussi t'as pas aimé, Oui. ça me rassure. Ouais, mais du coup, il y a vachement ce silence non dit qui traîne sur des jeux pour lesquels les gens n'ont pas aimé et qui n'osent pas le dire en fait. Mais oui, ça c'est sûr que le milieu est petit, on se connaît tous très très vite, mais très très vite. Oui. Mais ça changera peut-être en prenant En fait, il y a quand même des personnes, notamment chez les auteurs, qui arrivent à faire la distinction entre tant que l'attaque n'est pas personnelle, quelqu'un m'a dit ça récemment, tant que l'attaque elle n'est pas personnelle. C'est pas la personne qu'on critique, c'est son jeu. Et en plus, il faut voir que quand c'est avec l'auteur, souvent l'auteur, le jeu, il est passé chez l'éditeur. Il y a peut-être des choix de l'éditeur qui ne sont pas les choix de l'auteur. Carrément. Et ça arrive souvent. Ça, c'est sûr. Et peut-être que l'auteur, quand tu lui dis, en fait, ça fonctionne pas, en lui-même, il se dit, putain, je l'avais dit à l'éditeur et il m'a pas écouté. Voilà. Ouais, je me souviens d'une fois où j'avais dit d'un jeu, le jeu est bien, mais ce thème, c'est pas possible. J'avais fait ça et j'avais eu un appel de l'auteur qui m'avait dit, oh merci, c'était un choix de l'éditeur, j'étais tellement pas d'accord. Et en fait, des fois, on a l'impression, et moi, le nombre de fois qu'on m'a dit, mais vous respectez pas les auteurs, etc. Mais non, enfin, pour l'instant, j'ai aucun auteur qui est venu me voir en me disant, tu ne me respectes pas, vraiment pas, quoi. En fait. Non, puis je pense qu'une fois de plus, je le dis, ce n'est pas rendre service du tout. En fait, si on apprécie les gens, au contraire, il faut mieux leur dire. Et bien sûr, c'est pas évident. Et en fait, c'est aussi un peu comme une discipline sportive, d'affûter son esprit critique. Je pense que en réalité, plus on le fait, plus on y arrivera, plus on sera performant là-dedans, plus on trouvera des axes pour développer sa pensée, plus on fait des connexions. C'est vrai, moi, je le vois comme un sport, et plus on s'efforce de faire ça, plus on s'efforce à écrire ou à le dire à l'oral, mais enfin chacun selon son mode de communication. Plus on le fait, plus on y arrive et meilleur on est en réalité. Donc il faut vraiment pas avoir peur de passer cette barrière, de se détacher des règles du jeu, de se détacher juste du j'aime pas, c'est nul, c'est pas bien, c'est super. Et si on passe le step d'après, en fait, très vite on y arrive parce qu'on a tous les compétences pour le faire. Puisque on parle encore de nos sensations de jeu, donc on se connaît bien. Bien sûr, je pense qu'on a les compétences, mais après, c'est principalement l'envie qui va driver le fait de faire une critique ou pas. Il faut en avoir envie. Il faut en avoir envie, mais au-delà de ça, faire une critique, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, une critique négative pour enfoncer un jeu, le jeu, pas l'auteur, on est d'accord, me paraît très difficile dans le sens tant que je vais dégager pour justement arriver à en faire quelque chose d'intéressant. Alors ça, je comprends. Enfin, j'ai entendu, surtout en ce moment, je comprends mieux parce que il y a tellement de jeux qui sortent. Et il y en a quand même beaucoup des bons, donc on a envie d'en parler, on a envie de les traiter. Et il y a beaucoup de jeux qu'on se dit, pourquoi je prendrais du temps pour celui-là? Alors moi, je le fais aussi pour une chose. C'est ce que je disais au début, c'est crédibiliser ma parole. C'est-à-dire si on ne voit que des vidéos de moi qui me prétend critique en train de dire de chaque jeu il est formidable, j'ai envie que les gens comprennent mes goûts, puissent se construire, comprendre mon aspérité. Il faut jouer aussi à beaucoup aux mauvais jeux. Hein. C'est très important de jouer à des très mauvais jeux régulièrement. Hein. Moi, quand on me dit que jeu, les bons. Déjà, premièrement, c'est pas parce qu'on vous dit, ça c'est très important, c'est pas parce qu'on vous dit qu'un jeu est mauvais qu'il faut pas y jouer. Oui, toujours. Ouais. Voilà. Il peut plaire à d'autres personnes. Mais non, ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est le fait que, par exemple, on essaye de trouver la vidéo de la semaine. Parce qu'on s'est mis en tête qu'on faisait une vidéo de manière hebdomadaire. Si on se retrouve à tester 7 jeux, 8 jeux, 9 jeux, peut-être 10, qu'on n'a pas encore la vidéo de la semaine, qu'on est convaincu que finalement, pour le moment, ces jeux-là, on n'en parlera pas. Parce qu'on a décidé que si on n'en parlait pas, c'était aussi pour mettre en lumière un jeu qui avait plus de qualité et profiter plus de la lumière que de mettre des vidéos des jeux dans l'ombre. Oui, et ça, tout dépend du contenu que tu fais et de la quantité de contenu que tu fais. C'est vrai que si je faisais qu'une vidéo par semaine, je choisirais sans doute, et d'ailleurs c'est quand on était chez Trick Track, on faisait un jeu par semaine, on avait beaucoup plus de jeux que ça et on choisissait quand même les meilleurs parce que voilà. Moi sur ma chaîne, je fais beaucoup de contenu, je fais beaucoup de jeux, donc dedans il y a beaucoup de jeux que je découvre en direct aussi. C'est le principe. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais avant de commencer. Ce qui est bien pour le format. La difficulté, c'est justement de tester suffisamment, d'être suffisamment diffusé pour qu'à un moment, on passe dans la critique. Nous, typiquement, ce qui nous empêche de passer dans la critique, c'est en partie le fait qu'on ne fait qu'une vidéo par semaine et des fois moins. Si on était carrément beaucoup plus productif au niveau de YouTube,
sans montage. Je pense que Twitch, par exemple, peut permettre de faire des choses qui sont ça c'est sûr. différenciées en termes de montage. Nous, notre axe n'était pas là. On se retrouve un peu coincé à faire de la critique de jeux positifs. On est obligé de sélectionner ce qui nous paraît être le plus intéressant pour nous, quoi. Mais là, en fait, la contrainte, c'est vraiment le problème du modèle économique, en réalité. Oui, En c'est fait, toujours on en le revient à problème. ça. On en revient toujours à C'est ça. toujours le modèle économique et le fait qu'on ne peut pas en vivre pleinement. Aussi parce qu'il faut le dire, les joueurs et joueuses qui nous suivent, vous suivent, ne sont pas prêts toujours à payer pour avoir du contenu. Il y en a, enfin, tu vois, on est de plus en plus. Merci d'ailleurs à ceux qui me soutiennent. Mais en fait, on le voit bien, le contenu sur Internet, on a dans cette idée de la gratuité. Oui. Quand vous lisez, par exemple, je sais pas, les cahiers du cinéma, en général, on s'abonne. Il y a un acte positif. Alors après, il y a la publicité et tout, parce que les abonnements ne suffisent pas, mais il y a quand même un acte d'adhésion. Dans les contenus en ligne qui sont souvent gratuits, il n'y a pas cette dynamique. Oui. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit être financé par de la publicité? Est-ce qu'on doit être financé par les professionnels, avec toute la difficulté de dépendance? Ou est-ce qu'on doit être financé par les consommateurs? Alors, je mets joueurs, joueuses, en fait, comme on pourrait l'envisager dans d'autres secteurs. Et la vérité, c'est qu'on en revient au secteur qui est un peu petit, qui est pas encore super développé, qui a des moyens, mais pas non plus incroyables. Faut pas Il y croire a que pas les beaucoup de moyens. éditeurs ont une fortune à dépenser dans de la publicité. En ce moment, surtout, c'est difficile pour tout le monde. Et Mais surtout qu'il y a 2-3 très gros éditeurs pour beaucoup de petits éditeurs, en fait, Ouais, qui n'ont c'est pas ça. du tout les mêmes forces de Exactement. frappe, finalement. Et c'est vrai que dans le milieu du jeu vidéo, la plupart des chaînes sont, par exemple, on peut pas accéder à certaines chaînes Twitch sans être abonné. Et t'as beaucoup de, voilà, c'est vrai que le milieu du jeu de société, on a envie de dire, il n'y a pas de sous. C'est En fait, encore il très n'y a jeune. pas d'argent, enfin, c'est de l'argent qui n'arrive que quand le marché est suffisamment mûr Mature, c'est ça. et suffisamment robuste. On n'en Mais est pas là encore. C'est Non. ça. Et c'est ce qui bloque clairement parce qu'en fait, on n'est pas mainstream. On se retrouve à être déjà une niche Bien et sûr. regardé par une niche. On a essayé de contacter des sponsors extérieurs, justement. Tu parlais de publicité. On essayait de se détacher complètement du milieu. Ça n'intéresse personne. Non, Mm. ça n'intéresse personne. En Et termes si tu de- veux, pardon, mais un gros sponsor, il peut aller chez quelqu'un qui fait du jeu vidéo et avoir des millions de vues, et sur une chaîne de jeux de société, il en aura 5000. Donc, Oui, c'est ça. c'est vite vu pour lui, quoi. Complètement. Et ça a été une des raisons pour lesquelles Trick Track a dû mettre la clé sous Fermé, la ouais. porte, parce que ça n'est pas, voilà, il n'y a pas de modèle économique encore idéal, et c'est très balbutiant. Et tous les médias ludiques, ça, on est tous d'accord, c'est un problème, et on survit. Si on veut en vivre, effectivement, Voilà. oui. Moi, je voudrais qu'on revienne juste, si ça vous convient, sur le fait de faire des retours que sur des jeux positifs, parce que c'est les jeux qui nous ont plu et on a envie de les mettre en lumière. Moi, je comprends tout à fait, parce que tu as des impératifs et c'est toujours plus agréable de parler des choses qui nous enthousiasment que des choses qui nous énervent. Je pense aussi que c'est important pour les personnes qui suivent de voir qu'en fait, qu'on n'aime pas tout et qu'on peut avoir des avis, parce que si on aime tout avec la même intensité, eh bien, au final, plus rien n'a de valeur et notre avis n'a plus grande valeur, parce que finalement, tout est au même niveau. Et ça, c'est vraiment aussi une problématique qui est assez fréquente, parce que on a ces impératifs de choisir les jeux dont on va parler, d'avoir un format qui est calibré pour un par semaine, ou etc. Mais moi, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de parler de choses qu'on n'aime pas. Et c'est même là où on va nous attendre plus au tournant, et c'est là où c'est important vraiment de montrer que les avis qu'on peut émettre n'ont pas tous la même intensité, et que du coup ta parole, elle sera forcément plus valorisée quand tu t'enthousiasmes, si par ailleurs tu n'as pas hésité à dire que d'autres choses ne te plaisaient pas. Exactement. Et je crois vraiment qu'en termes de crédibilité, comme tu le disais, c'est super important de dire qu'on n'aime pas quelque chose. Mais tout simplement parce que c'est la réalité. Et Ça parce que ressemble oui. aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Les gens qui regardent les vidéos, qui écoutent les podcasts, n'aiment pas tout. Bien Et sûr. eux aussi, ils trouvent qu'il y a des jeux qui sont nuls. Ils n'ont pas de chaîne, mais pareil, quoi. Et donc, ils vont se reconnaître dans quelqu'un qui a des goûts. Que ce soit les leurs ou pas les leurs, ils vont pouvoir se dire, ah, j'ai pas les mêmes goûts, j'ai les mêmes goûts. Mais c'est pour ça qu'ils vont s'identifier à, Oui. à un tel ou à un tel. Nous, on a un nouveau format là qui est plus axé critique, du coup, Ah, ah. où on dit au tout début, sur une échelle à combien le jeu nous donnait envie d'y jouer, ce que ça allait nous procurer. On fait notre critique, après à la fin on dit ça on a aimé, ça on n'a pas aimé, et on jauge un peu à peu près par rapport à ce qu'on avait au début. Et du coup c'est important de faire ça. Je trouve que le format est vraiment très cool, parce qu'on a aussi
aussi bien les côtés positifs que les côtés négatifs qui, à la fin, donnent notre jauge finale, quoi. Donc vraiment, celui qui regarde aura toutes les clés en main pour savoir si le jeu peut lui plaire ou non, quoi. Ça soulève la question de la notation, qui est un aspect aussi... alors, il y a des adeptes des notes. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la notation. Je trouve que c'est... Alors, je pense que c'est bien parce que ça donne un repère immédiat. Et voilà, ça permet de situer immédiatement. La difficulté, c'est que, comparé juste à l'expression des sensations, c'est que la notation, en réalité, on sait qu'on la donne à un jour donné, à un moment donné. Peut-être que vous savez, on a tous fait ça. On fait notre top 10 de nos meilleurs jeux. Ils changent. Le premier sera toujours Grand Austria Hotel, bien sûr. Mais parce que c'est le meilleur jeu du monde sur 20 sur mon échelle personnelle. Mais tous les 6 mois, en fait, ça va changer. Vos goûts, ils changent parce que vous allez peut-être jouer à des nouveaux jeux. Vous allez retomber dans des anciens jeux. Vous allez vous dire, bon, finalement, j'avais trouvé ça vachement bien, mais en fait, c'est la copie de tel truc en moins bien, finalement. Donc, c'est là où la notation, elle est compliquée. Il faut bien arriver à dire que la notation, elle n'est que le reflet d'une opinion à un moment donné et qu'elle est très susceptible de changer, quoi. Alors, moi, la notation, j'adore ça, mais je note tout, en fait, dans ma vie, hein. C'est-à-dire que je note mon sandwich, je note la qualité de la route, je note mes amis, bien sûr. Je note tout, mais moi, la notation, j'adore ça, mais alors, par contre, je suis d'accord sur un plan, faut pas la prendre au sérieux. Oui. Les gens qui prennent au sérieux un 7, un 6, un 5, la notation, c'est du plaisir personnel pour se repérer soi-même dans sa collection BGG et se dire, là, je vais avoir... ça va me mettre tous les jeux que je préfère, mais en vérité, les différences d'un 7 à un 10, elles sont comme ça. Le 7, il peut devenir un 8 le lendemain. Et ce qui est drôle, c'est par exemple, si vous prenez les notations sur BGG, puisque sur BGG, on peut aller mettre les notes des jeux. Par exemple, je crois que mon premier verger a une note catastrophique. Mais à quel moment des gens qui jouent à Brass, Gloomhaven, parce que c'est quand même l'orientation de BGG, Terraforming Mars, évidemment, ils ont mis le mec qui fait un commentaire pour mettre 1 à mon premier verger en disant il y a trop de hasard dans le jeu. Mec, c'est un jeu pour les enfants de 2 ans. Enfin, il faut aussi, la notation, elle peut pas être faite sur les mêmes... Enfin, vous voyez, donc la notation, cette notation-là, elle n'a aucun sens en réalité. La seule chose, moi, qui me dérange, entre guillemets, dans la notation, c'est qu'on disait au tout début que l'argumentaire était ultra nécessaire, en fait, dans le jeu de société. Et comme fait tout le monde, quand on a une note, et blam, on passe direct à la note et on lit plus ce qu'il y a avant. Et ça, c'est pas faux. Ouais, et en fait, ce fait de notation, ça enlève tout ce qu'il y a avant et tout l'argumentaire. Du coup, on n'a plus ce côté argumentaire de savoir, en fait, est-ce que c'est vraiment bien ou pas, ou est-ce que c'est fait pour moi ou pas, parce qu'on a juste vu la note. Moi, le premier, sur un test de jeu vidéo, je vais directement voir les notes sur Metacritic et je regarde pas ce que les gens en ont dit, en fait. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que dernièrement, quand je mets des notes, j'ai eu des moments où je me disais, est-ce que je lui mets une note à celui-là? Parce que, par exemple, il va y avoir des jeux où je vais en dire plein de bien, mais ma note va pas être si dingue que ça. C'est ça. Et parce les gens qu'elle est subjective. Donc, en fait, je dis plein de bien parce que je trouve que c'est un jeu qui a plein de qualités, mais à titre personnel, il est dans mon moyen, quoi. Et les gens liront pas ce que t'as mis avant. Exactement. Mais il n'empêche, ça reste une liberté individuelle. Moi, je compte sur les gens pour être suffisamment curieux, intelligents, pour aller lire l'ensemble, écouter l'ensemble. Et moi, je me fais mon plaisir aussi. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Et il y en a d'autres pas du tout. Donc, c'est... on a une question. Parce que là, je pense que tu peux essayer de crier très fort, mais on t'entendra jamais. Donnez-lui un micro. On a déjà du mal à s'entendre nous-mêmes. Donc, Bonjour. Bonjour. Par rapport à ce que vous disiez, pour situer, dans mon boulot, je suis amenée à faire des critiques professionnelles dans un milieu artistique. Donc, je connais un peu le problème de ce que vous racontez entre les parties objectives et les parties subjectives, finalement, de l'appréciation qu'on peut porter sur une œuvre ou sur un jeu ou sur n'importe quel élément de création, finalement. Et je me demande si ça vaudrait pas le coup d'instaurer une double notation. Une notation pour tout ce qui va être objectif, artistique et technique. C'est-à-dire des choses où on peut très concrètement dire il y a des choses de qualité, il y a des matériaux, il y a une mécanique de jeu, il y a une innovation qui sont de tel type, etc. Enfin, qui sont en fait plutôt des critères qui permettent de se situer et des qualités, une note de qualité réelle, professionnelle, objective de ça, qui est indépendant de ce qu'on pense. Parce que comme vous le disiez, moi j'ai vu des œuvres d'art absolument techniquement magnifiques et d'une maîtrise absolue que je trouvais absolument hideuses, et des trucs qui étaient
professionnellement pourri, mais que j'ai adoré. Oui, bien sûr. Et c'est totalement possible. Ah oui, oui. Et d'avoir, par ailleurs, cette note totalement subjective qui correspond à moi personnellement, en tant que critique, justement, mon avis personnel et empirique, c'est celui-là. C'est telle note. Moi, je prends l'idée. Et je pense que ça vaudrait peut-être le coup et ça permettrait peut-être une meilleure situation, finalement, pour professionnaliser la critique, qui pourrait être intéressante. Oui, ça divisé en deux parties, quoi. Vraiment avoir le côté objectif et l'autre côté, le côté subjectif. Voilà, d'avoir, je sais pas, une format de notation où on a quelques critères, enfin, quelques choses, par exemple, tel type de jeu pour tel type d'âge, pour situer, en fait, la notation. Ça, c'est plutôt, on est plutôt dans le domaine de la cible, ce qui est aussi hyper important dans la critique, oui. c'est de, ça, on l'a même pas parlé parce que je pense que c'est une évidence pour tout le monde à cette table, c'est que la première chose qu'on doit faire, nous, c'est dire pour qui est ce jeu. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, en vrai. Disons, non, mais disons, ça, c'est pas de la critique, c'est de l'intention. En fait, moi, je n'aime pas du tout qu'on me dise, mais c'est parce que ça ne t'a pas plu parce que tu n'es pas la cible. C'est un argument que je trouve très dérangeant. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je suis la cible des bons jeux. Oui, moi, je dis pareil, tu vois. Je dis pareil. En peu fait, importe l'âge. Non, mais ce que je veux dire, c'est exactement comme si, voilà, pour mon premier verger, pour ce que je vais en faire si j'y joue avec un enfant, en fait, c'est un très bon jeu. Bien sûr, avec Pénélope, on va pas jouer à ça sur sa chaîne. Mais en fait, c'est pour ça que je suis sur l'histoire de la cible. Effectivement, on peut dire ça va être plutôt très expert et tout. Mais je trouve ça toujours compliqué parce que je pense qu'en réalité, un jeu, s'il a des qualités, il est la cible de tout le monde. Et ça, c'est un énorme problème. Ça, je pense que l'histoire de la cible, c'est aussi un des gros arguments marketing. Je trouve ça vraiment gênant parce que on m'a déjà dit, oui, mais ce jeu, il est très bien pour des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Ok. Parce qu'il est facile, oui, voilà, c'est très simple mais je pense que ces personnes-là, en réalité, si on leur offre mieux, elles prendront le mieux. Elles prendront le plus compliqué. En vrai. C'est juste un problème d'offre. Oui, mais en fait, je veux pas dire qu'il faut juste redonner le truc, comment dire, marketing de c'est pour tel âge, mais plutôt pour une typologie de joueurs, en fait. C'est-à-dire que les gens qui vont aimer les jeux d'enchères ou les gens qui vont aimer des mécaniques c'est pareil, elle a plutôt un peu comme ça. raison, Faut Paul définir, Gara, je pense, un peu. Enfin, je pense que ça se discute entre professionnels pour définir justement quels seraient les repères. Moi, j'aimais mieux l'idée de la note, on va dire technique entre guillemets par Oui, rapport je à suis l'ergonomie, l'innovation, etc. Et après la note ressentie et le fameux. Et moi, est-ce que je l'aime ou pas? Par contre, je veux juste rebondir parce que en fait, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je déteste quand on me dit, mais toi, t'aimes que les jeux experts. Faux, j'aime tout. Sauf que, en fait, je suis la cible de tout. Par contre, là où je parle de cible, c'est quand j'ai un jeu comme Voidfall et que je vois des gens dans mon chat qui disent, waouh, c'est trop beau, j'ai trop hâte de l'acheter. J'ai envie de leur dire, ne l'achetez pas qu'au visuel. Préparez-vous. Il y a 3 heures de règles, il y a 3 heures de mise en place, il y a 4 heures de partie. Ça va vous demander beaucoup d'investissement. Donc, les gens qui ont envie d'avoir une règle en 10 minutes, c'est plutôt sur ça que je pensais à la cible. Ok, là je te rejoins en fait. C'est par rapport aux attentes finalement des joueurs et joueuses. Parce que en fait, il y a un mal en ce moment, c'est beaucoup de gens achètent les jeux parce que la boîte est jolie, quoi. Ou sur la hype aussi. Et la hype. Ils connaissent pas du tout le jeu. Ah, ça cartonne, je le vois partout. Hop, je l'achète. Et en fait, ça dure 4 heures et moi, je joue. Sauf en Je Allemagne, me retrouve avec un jeu jeux narratif moches, là où tu croyais avoir autre chose et c'est juste bien décrire ce qu'est le jeu pour que les gens n'aient pas une surprise en ouvrant la boîte et fassent Mais c'est vrai que sur le visuel, je pense aussi que c'est très, enfin en tout cas en France, c'est très marqué parce que, par exemple, en Allemagne, je pense qu'ils ne se posent pas ces problématiques sur la direction artistique des jeux, à tel point que même un jeu de gestion qui serait trop joli, c'est louche. Oui, pour eux, le moche, c'est gage de qualité. En fait, mais c'est clair, hein. Les illustrations de Clemens Franz, quand vous les voyez, vous savez à quel type de jeu vous allez jouer. C'est presque un élément d'information sur le jeu. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi des différences d'attente. Je pense qu'en France, on est très, très, en tout cas, je prétendrai pas savoir pour les joueurs américains, par exemple, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, les joueurs et joueuses françaises sont très sensibles à la direction artistique, et je suis assez d'accord que c'est souvent des éléments qui sont pris argent comptant pour l'achat d'un jeu. Et alors, je vous le garantis, moi, la première, j'ai acheté des très mauvais jeux juste parce que c'était des très belles couvertures de Vincent Dutray. Visuel et thématique, c'est vachement important pour beaucoup de personnes. Moi, le premier, il y a des jeux avec des thématiques qui vont me parler beaucoup plus que d'autres. On va me mettre un thème espace un peu geek et un thème avec des champignons, je vais prendre le thème espace un peu geek. Tu vois. Et puis le matériel. Et on ne prend pas assez en compte l'aspect matériel. L'aspect charnel, parce que pour moi le jeu, il a aussi un aspect où il fait appel au sens.
Et il y a un vrai aspect charnel, Dès presque qu'il y a des sensuel. Il y a dominos. des pions qu'on a envie d'avoir dans les mains, des petites meeples qu'on trouve super. Les petits meeples avec des chats, par exemple. Moi, le jeu peut être très mauvais, je m'extasierais quand même, comme beaucoup de Et gens. ça, quoi. ça rentre par exemple, dans une notation qui est plus personnelle. C'est le plaisir sensoriel du jeu, mais c'est important aussi quand on fait la critique d'en parler parce que les gens ils le voient à travers l'écran et on les informe là-dessus. Voilà. C'est pour ça que les deux sont complémentaires. On se retrouve avec le matériel et ce que ça nous procure comme sensation. Donc on a toujours cet embriquement des deux objectifs subjectifs qui sont alignés. On a une question. D'ailleurs, si d'autres personnes ont Oui, des questions, on peut n'hésitez faire pas. passer Allez-y. le micro. On va, en plus, je sais pas combien de temps on a encore. Bonjour. Alors du coup, ma question est portée sur comment est-ce que vous incluez dans vos critiques la notion de, on va dire, la promesse que fait un jeu. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ce qui va beaucoup dépendre de si un jeu il est, de bonne qualité, de mauvaise qualité, c'est ce qui va remplir les, est-ce qu'il répond à la promesse qu'il avait faite aux joueurs en fait. Et le problème, c'est que j'ai l'impression, moi en tout cas en tant que joueur, j'ai du mal à savoir quelle était l'intention réelle du game designer derrière. Alors, ça, moi, c'est vrai que c'est hyper important comme critère pour moi, par exemple, dans ma note, c'est la promesse et ça, je trouve que c'est une note objective. C'est comment on a voulu me vendre un truc et avec quoi je me retrouve au final. Et souvent, c'est dans le pitch du jeu à l'arrière. Une incroyable aventure, etc. Puis on se retrouve à trier des cartes dans l'ordre de leur numéro. Et bon, il faut faire très attention à avoir un visuel et un pitch qui est un peu en accord avec ce qu'on va faire dans le jeu. Avec ce qu'on va faire. On peut pas vous dans promettre de l'épique, effectivement, si vous allez juste classer des cartes. Et c'est le défaut, ça, de beaucoup de petites maisons d'édition qui veulent faire un beau visuel et tout, mais qui ont parfois des jeux. C'est le début, quoi. Je serais un tout petit peu plus mitigé sur le fait que ce soit l'arrière de la boîte qui me le donne. Pour moi, elle a un aspect très commercial. L'arrière de la boîte, elle servira de présentation à un ludicaire. Oui, mais c'est ce que les gens regardent en boutique. Je suis d'accord. Mais l'aperçu du jeu de début de règle, pour moi, aura déjà plus de valeur que justement un arrière de boîte très prometteur. T'es pas dans la promesse. On l'a acheté. Dans l'exemple là, on l'a acheté. On est en train de tester le jeu et on se dit comment on sait justement qu'est-ce qu'il nous promet. Et pour moi, la promesse est à l'intérieur. La promesse d'achat, elle a été validée. Il est chez moi. En gros, au moment où je suis passé à la caisse avec mon jeu filmé, le jeu est vendu. La promesse, c'est ce à quoi tu t'attends à jouer quand tu achètes le jeu. Je pense que c'est les attentes. Les attentes qu'on met dans un jeu sont très importantes pour le ressenti, en fait. Il y a des jeux dont on est très déçu et du coup, le ressenti, il baisse d'un cran, quoi. Bah oui. Et puis surtout, on joue pas tous les mêmes jeux pour remplir les mêmes choses. Il y a des jeux d'apéro, il y a des jeux d'ambiance, il y a des jeux, des jeux complexes, des jeux courts, des jeux de chance. Si on vous dit beaucoup de fun autour de la table et que personne n'a rigolé, là, on va juger le déceptif. J'ai l'impression qu'en tout cas, dans le monde des jeux de plateau, on manque encore de moyens pour justement, que les game designers ou les jeux manquent de moyens pour exprimer, on va dire, l'intention qui se cache réellement derrière un jeu. Si je compare à d'autres médiums, le jeu vidéo par exemple, on a beaucoup plus de moyens en fait d'avoir une perception déjà un petit peu de ce que va nous promettre et vendre le jeu. Voilà, c'est juste pour savoir est-ce qu'il y a des moyens que j'ignorerais là, qui permettraient de mieux savoir en fait, à part si ce n'est essayer de jouer à un jeu directement. Non, mais si on le compare aux jeux vidéo comme tu le faisais, on a la possibilité de faire un trailer de qualité qui t'emmène par exemple dans le rôle de ton aventure et qui finalement te permettra de, en quelque sorte, te procurer la sensation de ce que tu vas faire lors d'une partie. Ce qui se fait de plus en plus dans le jeu de société. Ça commence à arriver. Mais ça crée... Alors, justement, moi, je suis très ambigu sur cette histoire de trailer dans le jeu de société, parce que ça nous présente souvent des univers, des trucs en 3D, etc. Et puis, on se retrouve avec un plateau. Ouais, on est toujours dans son salon avec un univers qui est à construire. Enfin, c'est... Voilà. La promesse est différente sur le trailer, et pour moi, elle est très mensongère sur justement un trailer qui est très très bien fait. Moi, je trouve que la question sur les promesses, elle est intéressante, notamment si on pense à tous les jeux narratifs qui nous ont promis beaucoup d'immersion et dans lesquels on n'a jamais vraiment ressenti rien du tout, quoi. Attention où tu vas. Où c'était super mécanique et on devait lire. Alors je résous dans tel ordre. Alors maintenant, la ligne de vue, il a un truc et on n'est pas du tout. Ah ouais, non, ça d'accord. Ça je trouve que dans les jeux narratifs, c'est un vrai sujet et je pense que c'est lié aussi à une immaturité. Je suis un peu peut-être dure, mais du secteur, des difficultés, aussi du fait que par exemple les jeux narratifs, je pense que c'est vraiment une spécialisation qu'il faut avoir, dans laquelle on va être plus scénariste que auteur au sens auteur mécanique. Et en fait, c'est des jeux d'ailleurs où la mécanique doit être assez légère pour pas briser l'immersion. Et c'est vrai que ça, c'est une difficulté, mais je pense qu'on ne peut que progresser parce que les auteurs aussi se nourrissent de plus en plus de contenu. Et donc arriveront à trouver de nouveaux moyens et des moyens innovants
pour faire ressentir. En fait, pour faire ressentir de l'émotion. Vraiment, c'est ça. Ouais. Et on en revient toujours à ce qu'on ressent. Et qu'on ressent au fond de son cœur, mais aussi, comme on le disait, avec les sens, parce qu'on a du matériel de jeu, avec même l'odeur, on en parle, hein, des joueurs qui aiment l'odeur des cartes quand on les ouvre, enfin, l'odeur de la boîte. Il y a les visuels, il y a beaucoup, on n'en a pas encore des jeux qui se mangent, mais peut-être qu'un jour, ou olfactif, Ça on va aura pas peut-être, tarder, je pense. on aura sûrement un jour, mais Les jeux one Dangereux, shot, ça. tu le manges. voilà, c'est un Tu viens de legacy. donner une idée. Il va y avoir des gens Il y a quelqu'un malades. qui a une question Alors, je voulais revenir un petit peu au début de votre intervention. Vous avez évoqué en fait la difficulté de vraiment définir pour tout le monde ce que c'est qu'une critique et déplorer un petit peu le fait que beaucoup de gens qui pensaient en faire en fait n'en faisaient pas. Vous avez évoqué le fait que, en partie, c'était probablement lié au fait qu'il n'y avait pas de référence de palette en fait ludique pour certaines personnes qui pensaient faire de la critique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une culture ludique et pouvaient pas faire des comparaisons. Et je pensais à un format que tu as présenté avec Volgara cette semaine. Est-ce que vous pensez pas que vous, en tant que critique, vous avez un rôle à jouer là-dedans pour améliorer le complètement. secteur et du coup pour faire en fait de la pédagogie par rapport à ça, être formateur, je suis prof, donc voilà, c'est des questions qui m'intéressent, parce que le travail de la critique, déjà, quand on est prof, c'est compliqué avec les élèves, mais quand c'est dans des secteurs où il n'y a pas de vocabulaire commun qui soit partagé sur des grandes diffusions, il n'y a pas d'ouvrages, on va dire, théoriques qui sont proposés, ou de cours, tout simplement, et ben du coup, c'est difficile pour les gens qui veulent se lancer là-dedans, d'avoir les outils techniques. Et donc, je pense que vous avez un rôle à jouer. Et donc, la corollaire de cette remarque, c'est qu'est-ce qu'il est possible de faire comme contenu pour justement, en fait, former, instruire le public, quoi. Déjà, merci d'avoir regardé, parce que oui, c'est un format qui me tenait beaucoup à cœur, de refaire des jeux plus anciens. Et t'es venu avec moi sur le format, et parce que on est aujourd'hui malheureusement dans une course à la nouveauté. Ça, c'est un vrai sujet aussi, qui est un autre sujet d'un autre débat immense, mais il y a une course à la nouveauté permanente. Moi, j'ai envie de mettre un frein là-dedans, parce que c'est exactement ce que tu dis. On ressent le besoin de dire, souvenez-vous de qu'est-ce qui a inspiré ces jeux qui sortent aujourd'hui. Faites votre culture ludique pour pouvoir juger, et pas dire c'est hyper innovant à tout bout de champ. Il y a quasiment aucun jeu qui a inventé quoi que ce soit. Tous les jeux se nourrissent du jeu précédent. C'est donc et parfois c'est juste un tout petit truc. Et les mêmes auteurs se nourrissent de ce qu'ils ont déjà fait. Exactement. Si on regarde toute l'œuvre de Stefan Feld ou de Uwe Rosenberg, ils ne font que se nourrir de choses qu'ils ont faites en les améliorant. Et on parle pas de Knizia, hein. 700 et jeux. Knizia, on n'en parle même pas. Je pense que c'est aussi un cheminement très personnel, la culture ludique. C'est-à-dire que souvent, quand on découvre le jeu, on va être très hypé, on va acheter toutes les sorties, on va trouver tout extraordinaire, et c'est totalement normal. Et puis, on a ce moment, on se dit, j'ai adoré ce jeu, tiens. Et puis, on lit quelque part que c'est vachement inspiré d'un autre jeu. Et puis, en fait, à rebours, et puis on va constater que c'est les mêmes auteurs. Et puis, et souvent, on fait le chemin un peu à l'envers, hein. Je pense qu'on a tous vécu ce passage. Moi, je pense que pour faire sa culture ludique, il faut beaucoup jouer. Voilà. Ouais. Il faut jouer à tout. Jouer à des vieux jeux aussi. En fait, c'est très important quand on veut être critique. Je reprends ce mot, mais la critique, c'est très exigeant. Et ça demande d'être crédible. Et pour être crédible, il faut avoir de la culture. Ça, c'est hyper important. Il faut avoir un avis. Voilà. Il faut de la contradiction aussi. C'est des avis opposés. Là où je te rejoins complètement, c'est sur la terminologie, par contre. On pourrait avoir un lexique commun qui nous permettrait d'avoir des intentions similaires. Alors, le risque, c'est de formater un lexique et de justement... En fait, il y a beaucoup plus d'ouvrages en anglais, hein, bien sûr. Oui. Moi, je peux si vous avez envie d'enrichir votre culture ludique, je vous conseille un podcast qui s'appelle Balado Ludique, qui est un podcast québécois. Il faut passer la qualité sonore qui est pas ouf, mais allez écouter la saison qu'ils ont faite sur les 50 jeux les plus influents entre 1977 et 2017. Là, vous allez en prendre vraiment. Moi, je vais tout réécouter en reprenant des notes. Allez écouter la saison qu'ils font sur des années spécifiques où il y a eu des grosses sorties. Vous allez apprendre des choses incroyables. Est-ce que tu peux reciter le titre du podcast? C'est Balado Ludique. C'est vraiment c'est le high level. Moi, j'ai jamais écouté un truc aussi bien en termes de qualité d'information, quoi. Moi, je vous recommanderais les anciens dossiers de chez Trick Track menés par Monsieur François et Monsieur Guillaume, et qui sont des puits de science Des archives. Ah ouais, c'est vraiment, et c'est des gens qui ont une culture énorme. Et le blog de Bruno Feduti, hein. Incroyable. Tout ce qui est Et d'ailleurs, Feduti, toute la collection. On va arriver à bientôt au terme, on va essayer de prendre les questions dans la salle. Idéal. Oui. Pardon. On va essayer de prendre les questions dans la salle et si vous pouvez faire des réponses plus courtes, d'autant qu'on a bien débordé déjà. Et Game Trotter, n'hésitez pas aussi à répondre aux questions.
Bonjour. Je voulais rebondir sur la question qui venait d'être posée, sur le fait que vous pouviez être formateur, pédagogue sur tout ce contenu, ce bagage de culture ludique, de théorie ludique qui avait déjà été abordé un peu plus haut. Moi, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, je suis auteur de jeux, j'ai été prof de game design. Cette connaissance académique, technique, elle existe déjà, elle est très documentée. Le monde du jeu vidéo en a énormément, le marché américain, notamment, enfin anglo-saxon, a des caisses de sites de pédagogie. Il y a des écoles qui Il n'y a pas d'école du jeu de société, hein, ça existe pas. Non, mais toutes les écoles de jeux vidéo donnent des formations de jeux de société, en fait, ne serait-ce que comme une introduction à la création ludique. Maintenant, tous les game designers de jeux vidéo sont formés en faisant des premiers projets de jeux de société. Et ils utilisent tous ce même vocabulaire technique. Il y a notamment le blog de Xavier Lardy, qui est enseignant de game design aussi, qui est traduit une grande quantité d'articles anglo-saxons en français. Donc, ce bagage, il existe. La question, pour vous, c'est à quel point c'est pertinent par rapport au mandat que vous avez, par rapport à vos auditeurs. Vos spectateurs, quand ils regardent vos critiques, en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que je vais m'amuser en jouant à ce jeu. Ils n'ont pas forcément besoin de connaître. Ça dépend sur quelle chaîne ils vont. En fait. Moi, par exemple, quand je consommais beaucoup de vidéos, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi l'histoire du jeu. Donc, moi, j'ai fait le contenu que j'avais envie de regarder. Et j'ai des gens que ça intéresse. Mais certainement, parce que c'est très intéressant. Et moi, j'avoue que j'ai beaucoup moins de culture de l'histoire ludique que je pourrais avoir par rapport à ma position. Et c'est sûrement très intéressant pour plein de gens. Est-ce que ça les aide à choisir, en fait, j'ai envie de m'orienter vers ce jeu-là parce qu'il est plus innovant par rapport à ce qui venait avant? Oui. Est-ce que ça les aiderait mieux choisir leur jeu s'ils ont un vocabulaire plus technique pour en parler? Peut-être que vous, ça peut vous aider à mieux en parler. Ça dépend quel est le public. Et quelle est la recherche aussi du public? Si le public c'est de découvrir quelque chose par culture, il est capable de jouer à tout. Si c'est pour s'amuser et simplement avoir des sensations nouvelles et innovantes, il est pas prêt à jouer à tout. Il y a des chaînes différentes. Il y a des publics très différents dans le jeu de société. C'est pas les mêmes personnes qui vont regarder toutes les chaînes et qui vont s'attacher aux mêmes. Il y en a qui vont vouloir justement ce comparatif avec d'autres jeux plus anciens. Et ils vont se dire ah ouais c'est comparable à ça. Bon ok ça va me plaire. Et il y en a qui en ont besoin de ça pour avoir des repères et déclencher par exemple. après un achat. Mais est-ce qu'il reste une dernière question peut-être dans la salle? Bonjour. Bonjour. Du coup, en fait, c'est les éditeurs qui vous avez des jeux par les éditeurs et vous les testez ou Non. Vous devez tout acheter? Ça dépend. En fait, c'est très très variable. Ouais. Il y a longtemps eu une chape de genre si tu reçois un jeu, t'es obligé d'en dire du bien. C'était une espèce de légende qui s'est répandue comme ça. C'est faux. En fait, recevoir un jeu, ça ne doit pas être considéré comme un paiement ou comme une demande. Tant que ça n'est pas justement accompagné d'une demande ou d'un paiement. Ça s'appelle un exemplaire presse. Quand vous avez de la critique dans le... Les critiques de cinéma ne payent pas leur place de cinéma, ils vont aux projections presse. Ils sont invités et les critiques de livres reçoivent les livres et ainsi de suite. C'est-à-dire, sinon il n'y aurait pas de possibilité... Enfin, si on attendait ça voudrait dire qu'il y aurait que des gens très riches qui pourraient être critiques alors. Il y a cette problématique. C'est ça qu'on veut, c'est que les gens s'achètent leurs jeux pour pouvoir en parler, donc il faut qu'ils gagnent plein de sous pour pouvoir en parler. Et c'est dans un milieu amateur, c'est très compliqué de demander un truc pareil, quoi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que par contre, oui, une rémunération, ça pose une vraie question. Par contre, est-ce qu'on peut être rémunéré si on fait une critique? Ça dépend qui rémunère, ça dépend, voilà. Mais en fait, ça dépend. L'histoire de la rémunération, elle dépend aussi de ce que tu veux faire de ton contenu, parce que, par exemple, moi, je ne fais pas du tout de review. Je fais d'autres choses. Je fais des interviews en podcast, des retours de festival ou des articles d'analyse pour lesquels je n'ai pas besoin d'acheter de jeux. Mais il se trouve que moi, je travaille à côté. Je sais pas du tout. Moi, c'est vraiment qu'un hobby de ce que je fais. Donc, j'ai pas cette problématique. Je suis pas, bon, j'achète quand même trop de jeux malgré tout, mais je n'ai pas ce besoin de faire enfin, je veux dire, c'est un choix que j'ai fait de ne pas faire de la couverture de nouveautés. Tout dépend aussi de ce qu'on a envie de proposer comme contenu. En fait, et forcément, si Pénélope, elle peut faire des revues ou voulait faire faire des revues des sorties, il y a un moment, ils ne peuvent pas acheter les 1500 jeux qui vont sortir dans l'année. Ce n'est pas possible. Et aussi, c'est propre à chacun. C'est vraiment une question que chacun va traiter différemment. Moi, par exemple, sur ma chaîne, on me donne des jeux, ça c'est sûr, je m'en cache pas. Mais par contre, j'ai pris le choix de ne jamais être rémunéré pour mon contenu critique. C'est un choix que j'ai affiché. Et ce sont les viewers de ma chaîne Twitch qui vont me faire des dons pour faire vivre ma chaîne. Mais les boîtes
je les vends pas, je peux pas me faire des sous avec, et ça me prend un temps fou. Donc c'est pas une rémunération. Après, il y a aussi un dialogue qui se met en place à partir du moment où il y a une rémunération. Il y a un dialogue qui se met en place avec l'éditeur en question. Alors soit il te dit vous faites ce que vous voulez, vous avez carte blanche, même vous dites ce que vous voulez sur le jeu, ça c'est très bien. Et puis il y en a d'autres qui vont te dire nous on aimerait bien une présentation de tant de minutes, on aimerait bien que ça fasse ça. C'est un dialogue qui se met en place à partir du moment où c'est rémunéré avec l'éditeur. Et après on définit les modalités. Mais dans le jeu de société généralement on est encore entré dans le faites ce que vous voulez, vous avez carte blanche, faites-vous plaisir quoi. Après Moi, vas-y. Je suis le vilain petit canard là, j'achète tous mes jeux. Parce que je pars du principe que l'acte d'achat est nécessaire pour pouvoir en parler. Je pars du principe que si jamais on me l'a donné, déjà je suis pas passé à la caisse. Alors c'est très discutable comme avis et ça me coûte une fortune en vrai. Ce qui me fait par exemple ne pas acheter Earthbound Rangers parce que c'était trop cher pour mon budget. Par rapport au visuel que j'en ai vu et par rapport à ce que je me suis dit en disant est-ce que je vais y passer du temps, est-ce qu'il y a une possibilité d'y jouer. Je me vois d'abord comme un client avant de me voir comme un potentiel influenceur. Je vous propose peut-être un mot de conclusion chacune et chacun pour clore, et puis peut-être que vous pourrez proposer des échanges informels si vous avez le temps, voilà, avec le public qui aura sans doute quelques questions pour chacun d'entre vous. Et du coup, à chacune et chacun, le mot de la fin. Le mot de conclusion. Moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit en préambule. Surtout, faut faire ce qu'on a envie de faire. Oui. D'autant plus que c'est quelque chose qu'on fait par passion et souvent à côté d'autres activités. Il faut garder ce plaisir parce que le jeu est un loisir. Il faut que ça reste agréable et pas que ça devienne une contrainte. Dès lors que c'est une contrainte, on n'a plus de plaisir. Moi, je dirais que c'est aussi très important la critique dans le jeu de société parce que c'est ce qui distingue le jeu de société c'est ce qui en fait un produit culturel et pas seulement un produit tout court. Ce qui suscite la critique, c'est les œuvres d'art, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On va discuter autour des tableaux, on va discuter autour d'un livre, un produit, on discute pas autour d'un four micro-ondes en se demandant des heures, un petit peu, est-ce qu'il cuit bien quoi. Mais c'est pas les mêmes discussions et je trouve que critiquer un jeu, c'est aussi lui donner sa pleine part comme produit culturel. En mot de la fin, on pourrait dire s'il y a un jeu qui vous intéresse et qui vous donne envie, n'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller voir toutes les critiques qui existent sur Internet, que ce soit sur Instagram, il y a des très bonnes reviews malgré que le nombre de caractères soit limité. Sur YouTube, vous avez souvent plein de vidéos de plein de gens différents, vous allez pouvoir vous faire l'avis que vous souhaitez, vous pourrez tout connaître sur le jeu, donc renseignez-vous, il y a plein de choses super cool qui se font, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur tous les supports. Allez suivre ces gens-là, vraiment il y a du travail qui se fait qui est vraiment très cool. Et puis jouez quoi, faites-vous plaisir. Merci d'abord pour les questions. Allez en boutique, parlez à vos ludicaires, ça leur fera super plaisir quand c'est pas débordé et que c'est pas un samedi après-midi bondé. C'est un plaisir de parler justement de la passion. Montrez-leur que vous êtes passionné. Faites-vous guider, c'est agréable aussi. Construisez vos choix, c'est toujours bien. Je repars avec plein d'idées en termes de notation et la double notation, je pense que c'est brillant. Le point clé quand même, c'était la sensation quand vous jouez. Faites attention à ce que vous ressentez, c'est super agréable de justement aimer un jeu avec le cœur. Passion et sensation. Alors pour la conclusion, merci beaucoup à tous les quatre, je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.